Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 359e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'ordre des comptables, professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, l'éthique, les nouvelles technologies d'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM, reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 359e édition, la première de l'année 2018, nous avons retenu pour thème des vœux pour Haïti en 2018. Pour avoir cette émission, nous avons le plaisir de partager le plateau avec un professionnel, un journaliste devenu homme politique, je dirais un des membres du corps des consultants nationaux bénévoles, c'est-à-dire des professionnels qui, dans le domaine de leurs compétences, se rendent disponibles pour partager avec le grand public le fruit de leurs recherches, de leurs observations. Ce professionnel se passe d'orientation. D'ailleurs, son thème de voix dit tout. Je veux citer M. Clarence Renoir. M. Clarence Renoir, bienvenue à notre première émission de l'année 2018. Merci, M. Payan, de m'avoir invité, de me faire cet honneur. Je ne crois pas mériter de partager ce plateau avec le professionnel que vous êtes dans les finances, la comptabilité, etc. Mais je me fais plaisir de répondre à l'invitation et de partager aussi des vœux avec vous de continuité. 359e émission, ça veut dire 359 semaines. Ça fait beaucoup d'années quand même, si je compte, à peu près 10 ans, et sans faire de la comptabilité. et surtout de partager la première émission de la nouvelle année avec vous. Mais vraiment, c'est un honneur. Je me demande si je le mérite, mais j'espère pouvoir répondre à votre sollicitation, à votre attente et partager avec vous quelques idées. Merci. Et on prend une pause, on vous revient. Comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'ordre des comptables qui reçoit l'inscription en son local au niveau du siège de Ariel Bossan. L'ordre organise aussi des séminaires de formation adressés tant au public qu'aux membres de l'ordre dans le cadre de la formation continue. Alors, nous rappelons que le professeur comptable doit remplir 40 heures de formation au cours d'une année. Et l'actuel conseil de l'ordre prend les moyens de façon à faciliter le respect de cette disposition qui, également, vient de l'IFAC, la Fédération des experts comptables à l'échelle mondiale. À chaque émission, nous vous apportons aussi quelques conseils.
nous sommes au cours du mois de janvier. La date limite pour le dépôt des déclarations définitives d'impôt est le 31 janvier. Donc, la déclaration d'impôt est une confession fiscale. Donc, chacun se présente à la DGI et accomplit ce devoir civique qui est la déclaration d'impôt. Nous rappelons encore une fois, déclarer ne veut pas dire qu'il faut payer. On a à payer si on dégage des revenus substantiels suffisants pour payer. Mais il faut déclarer. Et de l'autre côté aussi, aux gens sur la DGI, nous leur disons qu'il n'y a pas un minimum d'impôt à réclamer de quelqu'un. On fait sa déclaration en fonction de ses revenus. La déclaration est réputée sincère jusqu'à preuve du contraire. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un qu'il faut payer un minimum de 10 000 gouttes, 15 000 gouttes. Ceci est contraire à la loi. Encore une fois, mettons-nous en œuvre pour encourager le civisme fiscal parce qu'on a besoin de ressources, mais il ne faut pas que l'argent soit collecté de manière inéquitable. Merci. À cette première émission de l'année 2018, eh bien, le thème, c'est des vœux pour Haïti. Vœux pour Haïti, un pays que nous aimerions être meilleur pour tous, eh bien, mais qui demande aussi l'implication de tout chacun dans son domaine de compétences. Il faut créer cet environnement collectif où chacun se retrouve, de manière à ce que, d'une seule voix, eh bien, toutes nos actions s'orientent dans le sens des intérêts d'Haïti. Et cette première émission, à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, nous avons fait appel à une voix modérée, objective. Le professeur Clarence Renoir, parce que vous êtes de l'enseignement aussi, veut vous présenter d'abord au grand public, puisqu'on vous voit, en vrai, on vous observe. Moi, personnellement, je suis un de vos auditeurs. Mais qui êtes-vous, M. Clarence Renoir? C'est une grosse question qui me fait retourner à mon enfance, peut-être, pour parler de moi. Et j'aime retourner dans l'enfance parce que je crois que tout ce que je suis devenu aujourd'hui provient de cette racine provinciale de la petite ville de Dame-Marie, là où j'ai grandi, où j'ai été formé dans une culture, je dirais, de respect. Parce que le respect vous était demandé par vos parents, mais aussi vous était imposé. Hein, vous voyez, demandé par les parents, mais imposé aussi par les voisins, par la communauté, parce qu'on grandit dans une communauté où tout le monde connaît tout le monde. Donc je ne pouvais pas faire un désordre pour parler dans un langage haïtien et loin de votre quartier sans que dans la minute suivante vos parents ne soient informés de ça. Donc j'ai grandi là dans cette petite ville et j'ai été à l'école à Dame-Marie. J'ai fait même une première partie de mes cours secondaires à Dame-Marie contre ma volonté parce que je voulais venir à Port-au-Prince. Et puis après je suis venu ici. J'ai fait une carrière dans le journalisme en restant fidèle à mes débuts, je dirais, à Radio Métropole. J'ai toujours professé à Radio Métropole. J'ai fait un peu de télévision. J'ai été à Télémax pendant une dizaine d'années et j'ai travaillé pour des agences de presse internationales. J'étais le responsable du bureau de l'agence France Presse en Haïti comme chef de bureau. Et ensuite, on m'a entendu sans doute sur les radios étrangères, RFI, Radio-Canada, Télévision Canada aussi, etc. Donc c'est un parcours qui est marqué par la communication en général. Tout ce que j'ai fait dans ma vie reste dans le secteur de la communication, que ce soit la radio, la télévision, la presse écrite aussi d'ailleurs, l'agence, etc. Je suis devenu donc un professionnel qui, après un temps d'expérience à Radio Métropole, j'ai essayé de créer 2 petites entreprises. Une agence de presse en ligne qui est toujours là, qui existe, Haïti Press Network, et ensuite une firme de communication, Image Production. Et par la suite, je ne sais pas, et je l'ai hérité sans doute de mes parents, j'ai, très tôt d'ailleurs, j'étais encore à l'école, j'ai commencé à faire des cours aussi moi-même, à être un suppléant d'un professeur qui était mon oncle, qui était un oncle à moi, qui m'invitait à venir présenter les pièces classiques, etc., en son absence. Et voilà. Et je suis devenu, voilà, aujourd'hui, toujours dans l'enseignement, engagé à diriger une école supérieure, qui est l'école de diplomatie, fondée par l'ambassadeur Denis Régis, qui est en mission diplomatique à l'étranger depuis 4 ans. Et donc, je suis le secrétaire général, le coordonnateur général qui fait fonctionner cet établissement. Le CEDI, le Centre d'études diplomatiques et internationales, où j'assure aussi moi-même quelques cours et je fais des interventions de temps en temps dans d'autres écoles aussi, dans d'autres établissements.
Et puis, je parle un peu timidement de mon expérience politique. Peut-être que c'est celle à laquelle je m'attendais un peu moins aussi. Faire une carrière dans la politique, ce n'était pas du tout dans mon plan. J'aurais peut-être dû commencer plus tôt. Mais ça m'est venu un peu tard, je peux dire, dans mon expérience personnelle, professionnelle, d'un appel, d'un sentiment qu'il fallait prendre des engagements en plus de ce que je prenais pour moi-même, pour ma famille, pour mes proches, qu'il fallait m'engager aussi pour la République, modestement. Voilà, on a mis en place un parti politique qui s'appelle UNIR, Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation, avec quelques amis, avec quelques connaissances. Et je suis, voilà, ici à ce titre-là. Peut-être pas au titre de comptable, d'économiste, je n'en suis pas du tout un. Mais voilà, je suis dans cette expérience-là. Très bien. Et voilà. C'est un bon parcours. Mais, M. Clarence, moi, puisque vous avez fait le tour du pays aussi, vous avez observé ce pays, quelles sont vos observations? Quels sont vos constats? Vous savez, je ne voudrais pas partager mon amertume ou ma tristesse ici, mais les réalités étant ce qu'elles sont, je vous dirais, dans un premier temps, que je vis dans un pays que je vois triste et qui m'attriste aussi forcément parfois. Mais ce n'est pas tout. Il y a des endroits merveilleux dans ce pays aussi, qui vous font rêver, qui régénèrent, qui fait renaître l'espoir aussi parfois, dans des petits gestes, dans des petits coins oubliés, perdus, inaperçus. Mais globalement, je vois une situation d'immobilisme, de non-progrès continu, qui fait que parfois on est pris par la tristesse et l'amertume de dire on voulait tellement souhaiter, on souhaiterait tellement voir que les choses avancent dans ce pays, et que parfois on se lamente, avec raison sans doute, de cet état d'immobilisme. Je disais ce matin à des collègues hier que est-ce qu'on se rend compte qu'en 20 ans, la dégradation vertigineuse que ce pays a connue, et ça me revient à l'esprit en disant ça, d'un livre qu'un ancien diplomate américain accrédité en Haïti avait écrit sur Haïti. Il avait écrit le livre disant « Écrit dans le sang », written in blood, pour parler de l'histoire sanglante d'Haïti qui a toujours marqué par le sang. Mais aussi là-dedans, il écrit sur certains chapitres pour dire le constat qu'il a fait de la dégradation du pays. Et c'est un livre qui est sorti dans les années 90, mi-90, pour dire la dégradation qu'il a vue dans les rues, dans l'environnement, etc., dans l'école, dans toutes les institutions. Donc, moi, en tant que journaliste, j'ai été marqué un peu par ça. Parce que quand je fais le tour du pays, quand je vais à un reportage, je vais justement pour mettre la plume dans la plaie, comme on dit, pour dire ce qui ne va pas. Mais parallèlement, je dois aussi dire qu'il y a beaucoup de choses en Haïti qui suscitent la nécessité de s'engager. Vous êtes dans l'engagement. Avoir une émission comme ça depuis 10 ans et le professionnel aguerri que vous êtes, je me souviens, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais j'ai présenté votre magazine, le premier numéro du magazine, superbe magazine, etc. Donc ce sont des actes d'engagement. Pourquoi? Parce que nous savons au fond que ce pays cache quelque chose, un trésor, un espoir, qui peut surgir, repousser à n'importe quel moment. Mais il faut de l'eau pour l'arroser, il faut des ingrédients pour l'entretenir, et moi je veux faire partie de cet ingrédient-là. Donc je ne veux pas désespérer totalement. Je veux croire, je veux continuer à me battre. Et c'est pourquoi je suis passé de l'autre côté pour m'engager dans la politique, pour dire, si c'est là que je peux aller pousser, donner un coup de pouce pour faire avancer les choses et pouvoir ressurgir l'espoir, donc je suis là-dedans. Mais je crois forcément et profondément que ce pays s'en sortira un jour. Évidemment, il faut beaucoup plus de personnes à la tâche, il faut beaucoup plus d'ouvriers, d'abeilles pour entourer la reine dans la ruche. Mais donc je me suis mis au service de cet espoir-là. Très bien. Alors, ce constat de non-progrès continu, ou de dégradation continue, eh bien, comment peut-on l'arrêter alors? Je vais dire une réponse très rapide, mais qui peut paraître bon enfant, angélique. C'est une prise de conscience qu'il nous faut. C'est facile à dire, une prise de conscience, mais comment y parvenir? Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et dans le cas d'un pays, ça demande une prise de conscience collective. Une prise de conscience collective, de faire un constat, et d'être objectif dans le constat que nous faisons, de nous comparer aux autres, parce que nous ne sommes pas seuls dans le monde, et de ne pas s'arrêter et de prophétiser tout le temps forcément uniquement le mal,
pour dire que nous n'en sortirons pas, mais de croire que nous pouvons en sortir. Mais le constat est nécessaire pour prendre conscience de son état. Il faut dire, voilà la vérité. Voilà ce qui me manque pour avancer. Je disais, il faut regarder autour de nous. Nous sommes dans la Caraïbe au moins. Avant d'aller plus loin, mais nous sommes dans la Caraïbe. Regardons les pays de la Caraïbe, comment ils fonctionnent, comment ils progressent. Et nous, où sommes-nous? Et je crois que c'est ça qui peut nous faire prendre cette conscience. Je suis venu avec quelques chiffres, mais je les ai en tête aussi. Vous les connaissez aussi bien que moi. Je les ai entendus encore hier, de manière officielle. Quand un pays importe pour 4,5 milliards de dollars chaque année, et n'exporte que pour moins que 1 milliard, il y a un problème. Donc ça nécessite une prise de conscience. Quand nous regardons l'éducation aujourd'hui, je prends d'un sujet à l'autre comme ça au hasard. Quand nous regardons l'éducation, moi je me souviens que j'étais à Dame-Marie, on me disait le premier écolier Dame-Marie qui avait fait son baccalauréat était considéré comme un grand intellectuel. Et c'est vrai qu'à l'époque, il y a peut-être 50 ans, l'école était d'une telle qualité qu'un finissant du bac, qui avait le bac 1 ou le bac 2, était vraiment quelqu'un de bien formé. Aujourd'hui, l'éducation est à un niveau très bas. Donc, il nous faut prendre conscience de cet état-là de l'éducation pour dire comment peut-on faire pour refonder l'école, pour reformer l'être haïtien, l'homme haïtien. Il nous faut construire, bâtir un nouvel homme haïtien, hommes et femmes en Haïti. Donc, il y a cette prise de conscience à faire. Prise de conscience que nous avons 70% de notre population active qui est au chômage, 70% de la population qui vit sous le seuil de la pauvreté avec moins de $2 par jour. Donc, voilà, faire le constat, mais vraiment faire le constat objectif, faire le constat sans, je veux dire, autoflagellation aussi quelque part, ni sans rendre coupable X ou Y, nous sommes tous responsables, on peut le dire comme ça, et ensuite dire, écoutez, maintenant, le constat étant fait, qu'allons-nous faire pour sortir de cet état? Et tout ça ne peut se faire qu'ensemble. Vous savez, cette nation est fondée sur quoi? Sur l'union. L'union fait la force. L'union des forces des esclaves, des anciens esclaves, des affranchis, des mulâtres, mais aussi de certains blancs qui étaient conscients que l'esclavage ne pouvait pas continuer. C'est cette union des forces, des vues, qui a permis que nous soyons libres et indépendants depuis 214 ans. Donc nous avons besoin de refaire cette union devant un constat de l'inacceptable. Comme l'esclavage en 1803, on s'était rendu compte qu'il était inacceptable, intolérable. Eh aujourd'hui, notre état intolérable doit susciter en nous cette prise de conscience pour nous mettre ensemble, pour nous regarder en face les yeux dans les yeux, pour agir aussi ensemble. Très bien. Alors de cela, je veux vous dire qu'effectivement, l'union était le point de départ. Donc, il y a un consensus, il y a un élément qui fait défaut, mais qui est essentiel, c'est la confiance. Donc, est-ce qu'au niveau même de la gouvernance, après, on peut arriver à créer cette confiance obligatoire pour cet objectif commun? Vous avez bien dit, l'union, on peut le prendre dans le plus simple exercice ou dans la première étape, l'union, dans le mariage. C'est la confiance entre deux personnes. Très bien. Qui ne se connaissent parfois même pas, qui ne sont pas de même origine, je dirais, communautaire, mais qui se rencontrent et qui se font confiance et qui agissent ensemble. L'union dans une république, c'est aussi pareil. On peut être de différentes chapelles politiques, de différentes appartenances, de différentes idéologies politiques, mais on peut se rencontrer quelque part dans un intérêt commun qui s'appelle Haïti, qui s'appelle notre pays. Et je crois que cet exercice, nous devons le faire ensemble. Nous devons essayer de retrouver cette plateforme commune, ce ciment, cet intérêt commun qui peut nous réunir autour de la République pour dire, écoutez, après tout, on se bat pour quoi? Pour Haïti. Moi de mon côté, vous de votre côté, mais allons nous mettre ensemble. Donc, à la réunion des forces, nous serons plus à même de venir à bout des problèmes auxquels nous faisons face. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, il y en a sans doute d'autres. Donc, c'est cet effort qu'il nous faut faire, de rencontrer l'autre, de faire un pas vers l'autre, et on se rencontrera à mi-chemin. Mais vraiment en décomplexant les rapports que nous avons, décomplexant les rapports sociaux, les rapports de couleur, les rapports d'avoir. Il y a des gens qui ne veulent pas parler à d'autres parce qu'ils sont de telle couleur. Il y a des gens qui ne veulent pas parler à tel goût parce qu'ils sont dans telle appartenance économique, qui sont des exploiteurs, nous sommes des exploiteurs. Il nous faut nous rencontrer quelque part parce que exploiteurs et exploités, gouvernants et gouvernés, nous avons le même intérêt, c'est Haïti. Donc je crois que c'est cet effort-là qu'il nous faut faire. Il nous faut peut-être, M. Payan, je n'aime pas prononcer ce mot, nous sommes marqués dans l'histoire de notre pays par, je dirais, les guides, les
les leaders dans le sens populaire et populiste du terme pour dire ça, mais nous avons besoin de modèles. Allons prendre ce mot comme exemple. Nous avons besoin de modèles qui puissent nous guider, qui puissent nous amener vers ce chemin d'union-là qu'il nous faut. Je ne parle pas d'unité, je parle d'union. Oui. Dans la diversité, on peut s'unir quand même. On ne fera pas l'unité. D'ailleurs, l'unité aujourd'hui, nous sommes dans un système démocratique qui veut qu'il y ait la pluralité des idées, la pluralité politique. Mais on peut s'unir quand même. Très bien. Mais alors, cette interdépendance entre les groupes sociaux, de quel groupe que ce soit, ceci est certes souhaitable, mais la bonne gouvernance, l'exemplarité, ce sont des éléments qui doivent servir de ciment aussi. Ah, absolument. Ça, vous êtes parfaitement... vous avez raison. Tout ceci ne peut se faire que dans l'exemplarité. Et l'exemple doit sortir toujours d'en haut. On ne peut pas exiger aux autres de faire ce que nous ne faisons pas. Très bien. Vous voyez, je crois que ça, c'est indispensable. Un père de famille doit savoir ses responsabilités par rapport à l'image qu'il projette à ses enfants. Tout à fait. L'enfant fera ce que le père ou la mère a fait. Et ce n'est pas pour rien que ce proverbe est éternel, tel père, tel fils. On dira aussi telle mère, telle fille, pour faire l'équilibre aujourd'hui. Oui. Mais effectivement, l'exemple doit sortir d'en haut, l'exemplarité. Vous savez, l'exemplarité peut avoir aussi valeur de sanction parfois. Si je suis dans une posture, dans une position, dans une action que je pose qui est intolérable et inacceptable, il faut me sanctionner. Et cette sanction doit être publique pour que nul n'en ignore. Et c'est ça l'exemplarité que nous traçons, c'est les lois. Vous êtes un homme de loi, vous le savez. Nul n'est censé ignorer la loi, mais c'est pour ça que la loi sanctionne, et publiquement, pour que chacun sache. Ceci est un exemple à ne pas suivre. Donc, oui, nous avons besoin de faire cet effort pour à la fois récompenser, parce que nous parlions de modèles tout à l'heure, reconnaître publiquement les modèles, parce que ça existe aussi des modèles. Mettre le modèle sur un promontoire, sur une tribune pour l'exposer au vu et au su de tout le monde pour créer des exemples. Et dans le même sens aussi, contraire, l'exemplarité de la sanction. Celui qui mérite une sanction doit être sanctionné pour que au moins l'enfant qui regarde, le plus jeune qui regarde, celui qui aussi demain passera aux responsabilités, se souvienne que ça c'est un exemple à ne pas suivre. Je disais, et je vais reprendre cet exemple avec vous parce que je suis dans le milieu éducatif, donc je vois ça. Je dis, si on veut combattre la corruption, par exemple, en Haïti, puisque c'est un sujet d'actualité, qui restera longtemps d'actualité, parce que la corruption, ce n'est pas l'affaire d'Haïti et des Haïtiens uniquement, on est toujours tenté peut-être quelque part dans le monde ou en Haïti aussi par un gain facile et rapide. Donc, il faut en être conscient. Mais si nous devons combattre la corruption, non seulement qu'il faut des exemples. Je regardais sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé en République dominicaine, ça m'a ramené en mémoire quelque chose que j'ai entendu, j'ai lu aussi dans les livres, qui était arbitraire peut-être, mais que sous un certain régime autrefois qu'on faisait. Les gens qui étaient pris en flagrant délit de fraude étaient sanctionnés publiquement, sur la place publique. Peut-être nous sommes en démocratie, ça ne se fait pas de cette façon. Mais si nous voulons donc combattre la corruption, il faut que l'exemple sorte d'en haut. Il faut que nous puissions sanctionner autour de nous les gens qui sont coupables et que tout le monde le sache. Mais aussi, il nous faut retourner à la base parce que nous parlons de former un autre être haïtien, un autre homme haïtien dans les écoles, dans la petite enfance, dans la famille. Pour dire à l'école, tricher aussi, c'est apprendre à frauder pour demain. Nos parents nous avaient appris voler un œuf, c'est voler un bœuf. Ça n'a aucune comparaison, mais c'est une prévention. Pour dire, si vous faites cette petite faute, cette petite erreur, et si vous n'êtes pas sanctionné, eh bien la grosse, vous la ferez aussi en pensant que vous n'allez pas être sanctionné. Donc je crois qu'effectivement, il nous faut réhabiliter la justice, lui donner les moyens de sa politique pour pouvoir sanctionner en toute liberté, quel qu'il soit. La justice ne peut pas avoir de préférence dans la sanction ou de couleur comme dans les animaux malades de la peste, si nous prenons un exemple d'une fable de La Fontaine pour le dire. Donc, oui, il nous faut partir de ces deux exemples-là. L'exemple de récompense pour le modèle, exemple de sanction pour celui qui ne l'est pas. Très bien. Alors, sanctionner, récompenser. Mais il faut rendre compte. Nous parlons d'Haïti. Il faut rendre compte. Il faut avoir une comptabilité. Il faut avoir un audit. Il faut aussi pouvoir dire,
voici ce que j'ai fait des ressources dont j'ai eu la charge. Donc, est-ce que nous avons une mentalité pour rendre compte de façon à créer cette confiance obligatoire? Malheureusement, non, je dirais. Nous n'avons pas cette mentalité. Il nous faut l'inculquer pour revenir dans ce que je disais, depuis la famille, pour apprendre à l'enfant à reconnaître ses erreurs et à endosser ses responsabilités. Et comment peut-on, nous, prétendre combattre la corruption si nous assimilons toute demande de reddition de compte à de la persécution? Non, c'est une persécution, je dirais, légitime, légale. Puisque vous avez été gardien de cette maison, mais le propriétaire que vous allez laisser ici a le droit de vous interpeller, vous demander qu'est-ce que vous avez fait de la maison, qu'est-ce qui s'est passé dans la maison pendant mon absence. Il faut rendre compte normal, il ne faut pas avoir peur de rendre compte, d'être appelé pour rendre compte. Donc, moi, je dis ça en pensant à une déclaration officielle que le président de la République a fait récemment pour parler de ça, parler de la persécution politique. C'est une précaution, effectivement, à prendre. On est dans un pays où, parfois, on habille les gens d'un costume qui ne leur sied pas. Très bien. Il faut éviter qu'il y ait de l'arbitraire dans les sanctions. Mais dans le même temps aussi, il me faut savoir, et je crois que dans notre Constitution, ceci est écrit dans les lois de la République, vous êtes comptable, vous le savez sans doute mieux que moi, pour sûr, mieux que moi, qu'il y a ce qu'on appelle la déclaration de patrimoine. Tout à fait. Si je viens prendre telle responsabilité, telle charge, mais je dois dire avec quoi, avec qui je viens et comment je vais en sortir. Et ça, c'est un exercice régulier auquel chaque fonctionnaire devrait se plier sans broncher, sans hésiter. Mais est-ce que nous avons fait ça dans la République depuis quelque temps? Peut-être que non. Donc, il nous faut retourner à cela. Être en mesure toujours de rendre compte, ne pas faire d'amalgame en disant rendre compte de sa gestion de la chose publique, c'est de la persécution politique. Donc, il faut dépolitiser la gestion. Il faut, je ne sais pas en quel terme, administratif ou comptable, on peut le dire, mais il faut dépolitiser effectivement la gestion pour que celui qui est à la charge, qui a une responsabilité, sache que je ne laisserai pas la porte sans avoir rendu compte de ce que j'avais fait dans cette pièce qui m'a été confiée. Très bien. Ceci étant bien dit, effectivement, il faut dépolitiser la gestion. La gestion, c'est rendre compte. Gérer, c'est prévoir. Puisque si on prend une pause, on vous revient. Chers spectatrices, les spectateurs et internautes, vous suivez la 359e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio-Télé Guinée, Oak Magazine, émission qui a pour thème des vœux pour Haïti. Notre invité, professeur, journaliste, homme politique, Karen Sounois. À la fin de la première partie, M. Sounois a parlé de dépolitisation de la gestion. Mais ceci veut dire beaucoup de choses. Mais la politique en soi, la politique en soi a ses règles et la gestion a aussi ses règles. On a deux sciences différentes, mais qui ont des points de rencontre. Mais, M. Renoir, par rapport à tout ce que vous avez dit là, qui est tout à fait instructif, pour ceux qui nous regardent, mais quels sont vos souhaits, quelles sont les perspectives pour Haïti en 2018? Oui, c'est une grosse question. Hein? Les perspectives pour Haïti en 2018 sont, je dirais, ce que nous avons fait de l'année dernière, de l'année passée. Parce qu'une année ne se décrète pas comme un nouveau jour, comme un tout nouveau jour qui apparaît avec tout nouveau, tout est beau. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour, absolument. Mais ce nouveau jour naît aussi de la nuit du jour passé. Très bien. Donc,
nous sommes aujourd'hui ce que nous étions hier. Mais nous Parfait. pouvons changer Parfait. ce que nous allons devenir demain. Tout à fait. Donc je crois que les perspectives pour Haïti, si nous regardons les réalités telles qu'elles sont, nous pouvons dire que les perspectives sont sombres. Mais les hommes et les femmes sont faits pour changer les choses. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Il nous faut avoir le courage donc de voir ce qui ne marche pas, le courage de mettre la main à la pâte, de rester positif, d'avoir l'esprit positif et le courage d'avancer ensemble pour changer. On ne pourra pas changer seul. Je pourrais faire tout l'effort du monde pour me changer personnellement, mais dès que je sortirai dans les rues de Port-au-Prince, si les rues ne changent pas, moi non plus je ne change pas. Donc nous avons un effort commun, national à faire pour changer. Donc dans les perspectives de 2018, ce que je souhaite moi-même pour le peuple haïtien, et je ne peux souhaiter rien pour le peuple que ce soit ne passe par les dirigeants, les élites à tous les niveaux, que nous puissions revenir sur cette idée de prendre conscience de l'État, de la nation, et faire l'effort d'avancer ensemble. Donc il nous faut retrouver le courage nécessaire pour faire cet effort. Il nous faut retrouver l'esprit de solidarité qui était la marque fondatrice de cette nation. La solidarité ancrée dans les sections communales, dans les sections rurales du pays, où le voisin tend l'oreille pour savoir si son voisin est là. Elle s'est bien réveillée ce matin, qu'il lui tend une tasse de thé ou un plat de nourriture. La solidarité qui était, je dirais donc, ce sens que nous avions entre nous, le combitisme, dont Audrey-Trois-Fonboin parle beaucoup. Donc, la solidarité, le courage et aussi la force d'avancer et en oubliant, pas en rejetant le passé, mais en oubliant parfois. Parce que quand on reste trop souvent sur le passé, on se plaint, on regarde en arrière tout le temps, on oublie de faire la route qui nous est tendue là, qui nous est présentée devant. Donc il nous faut faire ces efforts-là pour qu'ensemble nous puissions avancer. Parce que moi je crois que ça ne servirait à rien à un homme ou à une femme de se réveiller une année, donc 2018, et de rester immobile, de dire bon voilà, je suis dans la résignation, donc ce qui arrivera, arrivera. Non, nous avons le pouvoir de changer les choses, que nous fassions cet effort ensemble, en commun, pour changer ce qui doit être changé. C'est pour ça que je suis dans l'engagement que je suis. Et je veux faire un pas de plus dans cet engagement, entrer encore dans l'engagement avec d'autres avec moi pour dire, écoutez, allons voir ce que nous pouvons apporter, ne serait-ce que dans les idées aujourd'hui. D'autres sont dans l'action. Les investisseurs doivent investir davantage dans ce pays. Les jeunes doivent croire davantage dans ce pays, que ce pays peut nous sortir ensemble du sous-développement, que nous pouvons sortir ensemble du sous-développement et que chacun peut faire un effort. Alors je terminerai en disant ceci, M. Payan, en empruntant la phrase d'un ancien président américain, Kennedy, qui a été cette phrase reprise il y a une semaine par le président français, actuel président français Emmanuel Macron, qui a dit « Dites ou demandez-vous en vous réveillant le matin, qu'est-ce que je peux faire moi-même pour changer le pays? Qu'est-ce que je peux faire pour le pays? Ne vous attendez pas toujours à ce que le pays peut faire pour vous, mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour le pays? Je crois que nous devons, de quelques lieux que nous soyons aujourd'hui, de lieux de responsabilité comme des gouvernants ou de lieux de simples citoyens gouvernés, nous demander qu'est-ce que nous pouvons faire, quel acte positif que nous pouvons poser pour aider ce pays à avancer. Très bien. Mais comme nous sommes à de degrés divers, impliqués dans la société, voyons par exemple le budget. Le budget 2017-2018 est en cours d'exécution. Donc, il nous faudra un nouveau budget. Donc, vous vous rappelez ce qu'il y a eu pour ce budget 2017-2018. Donc, quels sont vos vœux à ce niveau-là? Je vais mettre mes vœux dans l'esprit de ce que le président de la République a dit dans son discours sur l'état de la nation. Que Haïti va reprendre sa souveraineté. Pays souverain. Beau discours. Mais dans la réalité, justement, du budget, il se trouve que nous avons encore besoin aujourd'hui de 40% d'appui budgétaire pour faire ce budget. Quand est-ce que nous allons avoir nos propres moyens, vivre de nos propres moyens? Mais comment y arriver? Pour y arriver, donc en référence au budget, il faut que la République, dans ses services, puisse vivre avec les moyens dont nous disposons, que la République dispose, c'est-à-dire vivre dans un esprit, je dirais, administratif d'austérité. Nous ne pouvons pas dépenser plus que nous gagnons. On est dans les taxes, on est dans les impôts. Qu'est-ce que nous gagnons et qu'est-ce que nous dépensons? Est-ce que la République peut vivre
en opulence, dans l'extravagance, alors que nos ressources sont maigres. Donc il nous faut faire cet équilibre que chaque père de famille fait chez lui aussi. Chaque mère, chaque femme essaye de faire. Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je peux dépenser dans un mois? Est-ce que je dois toujours m'endetter? Ou bien est-ce que je dois vivre avec mes moyens? Donc le souhait pour le budget est que ce budget puisse trouver l'équilibre nécessaire, mais qui ne parviendra à cet équilibre qu'avec la volonté des dirigeants de vivre non pas au-dessus de nos moyens, mais dans les moyens que nous avons. En cherchant à investir dans les secteurs porteurs pour que nous puissions sortir du cercle malsain, je dirais, permettez-moi l'expression, de tout le temps nous tendre la main pour demander de l'aide internationale pour payer nos fonctionnaires, nos employés. C'est un budget aussi qui doit regarder l'état du pays. Nous avons une forte partie de la population qui vit dans la misère et dans la pauvreté. Il faut que ce budget puisse prévoir les moyens d'aider les plus faibles et les plus pauvres, créer les conditions pour un vivre ensemble acceptable. J'avais proposé une idée, je vais le partager avec vous, vous me direz si elle est bonne ou elle est mauvaise. Je crois aussi que dans la vie de la République, les plus forts économiquement doivent penser aux plus faibles. Ne serait-ce que pour sécuriser aussi vos avoirs. Il faut penser à... Donc il faut qu'il y ait des gestes de solidarité. Il faut il aurait été nécessaire que les dirigeants, que nous pensions à créer une taxe de solidarité. Ça existe dans certains pays. Solidarité pour aider à tendre la main, je n'aime pas tellement le mot tendre la main, mais solidariser, se solidariser avec les autres, etc. Donc voilà, le budget a soulevé beaucoup de problèmes en septembre dernier. Malheureusement, le dialogue qui avait été engagé par le président de la République sur cet aspect, quand il avait invité au Palais national le 14 septembre des leaders politiques, n'a pas porté de fruits. C'était un dialogue de sourds, on s'est parlé pour ne pas se comprendre, ne pas s'entendre, et le budget a été appliqué, mais on voit déjà les problèmes de ce budget qui a déjà connu un déficit de plusieurs milliards de gourdes. Donc il faut rectifier les choses, et cette rectification ne peut se faire que dans l'esprit de la comptabilité, et de dire, écoutez, qu'est-ce que nous entrons, qu'est-ce que nous dépensons, et n'ayons pas les yeux plus gros que la tête. Très bien. Alors là, effectivement, il y a des efforts à faire au niveau de l'agent économique, et l'État est l'agent économique qui donne l'exemple aussi. Donc, est-ce que l'État doit vivre dans l'opulence? Ah mais non, pas du tout. Écoutez, pour répondre directement à votre question, c'est une critique que le pays fait aux hommes et aux femmes politiques qui sont dans les responsabilités d'État. On a l'impression, c'est l'impression du public, que les gens qui sont au pouvoir pour se servir eux-mêmes. Donc le pouvoir n'est plus un service public. Et le sens profond de la politique est là. L'engagement politique est là. C'est qu'est-ce que je peux faire, moi-même, pour rendre service à une population. Comment je vais en sortir? Est-ce que je vais en sortir? Et là, il y a beaucoup de choses à corriger dans ce pays. En m'enrichissant moi-même et en laissant les autres dans la crasse, ou bien je vais sortir en rendant les autres plus heureux et moi-même aussi heureux d'avoir accompli une mission. C'est ça la mission historique de l'homme politique ou de la femme politique. Servir l'État, servir le public. Et donc, pour le faire, nous ne pouvons pas vivre dans l'opulence. On peut reprendre l'exemple de la famille. Le père ne peut pas vivre dans l'opulence en laissant ses enfants dans la crasse. Ou en laissant ses enfants aller quémander ailleurs. Regardez ce que nous connaissons comme départ de jeunes qui vont à l'étranger, que ce soit au Chili, en République dominicaine, au Brésil ou ailleurs. C'est parce que les jeunes, la jeunesse, qui est la force de ce pays, qui aurait pu constituer une force extraordinaire de richesse pour nous, eh bien, se dit, écoutez, j'ai l'impression que les hommes et les femmes politiques, ils s'enrichissent et nous, on nous oublie, donc nous n'avons qu'à partir. Donc il faut effectivement faire cet effort d'arriver à un style et à un comportement dans l'État qui inspire confiance dans ce que l'État affiche comme responsabilité dans sa manière, dans sa façon de vivre. Très bien. Alors, puisque nous parlons de vœux, du point de vue de la gouvernance, on parle de budget, on parle de rang de compte, on parle d'éducation de patrimoine. Quels sont vos vœux à ce niveau-là? À ce niveau, il faut travailler pour combattre la corruption, à mon avis. Parce que c'est là qu'il faut commencer. Pour combattre la corruption, il faut effectivement commencer par la déclaration de patrimoine. Celui qui entre en fonction, et d'ailleurs la loi le dit, c'est la loi de février, je crois, 2014. Non, 1988. 1988 déjà.
okay, qui est renouvelé dans une loi qui a été votée sur la lutte contre la corruption aussi et le blanchiment des avoirs récemment, et qui dit que le simple policier doit aussi faire sa déclaration de patrimoine jusqu'au président de la République. Alors, on peut se demander est-ce que ça a été fait dans ce pays, pas à ma connaissance. Il y a quelques gestes comme ça qui sont faits de manière symbolique, mais sérieusement, les ministres, les directeurs généraux l'ont-ils fait? Comment suivre l'enrichissement, qui peut être aussi légal, de certaines personnes par rapport à la gestion de la chose publique? Donc ça, c'est une chose à faire, comme veut souhaiter qu'effectivement, la lutte, il faut renforcer les moyens légaux que nous avons à travers les institutions, l'UCREF, l'ULCC, la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, pour renforcer la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption, effectivement, ne doit pas être une persécution, mais il doit être un exercice régulier, normal, de rendre compte de la gestion d'un bien qui ne nous appartient pas, mais qui appartient à la République. Je vais prendre un exemple, Monsieur Payan, vous me direz, si encore une fois c'est un bon exemple. Je disais récemment sur les ondes de certaines stations de radio, en tout cas à la presse, qu'un caissier qui entre dans une banque le matin, avant de prendre place derrière son comptoir, on lui tend une liasse de billets qu'il contrôle, et c'est cet argent-là, cette somme qu'il a en main, c'est avec cette somme qu'il va faire les opérations du jour. S'il arrive qu'il en manque au cours de la journée, il en fera une nouvelle demande, mais il ne pourra pas à 4 heures, quand la banque se ferme, repartir sans rendre compte de sa gestion de la journée. C'est ça, rendre compte. Et encore plus, de le faire dans l'argent qui ne vous appartient pas, et l'argent qui est l'argent du public, l'argent de l'État. Et je crois que pour l'honneur et la dignité, la personnalité de ceux qui nous dirigent, ils doivent savoir que rendre compte, c'est un exercice qui vous blanchit. Et ma famille, le nom que je porte, mon entourage, mes enfants seront fiers de moi de savoir que je rends compte à la République et que je sors clean, propre. Mais je voudrais terminer avec vous sur ceci. Il y a quelque chose qui est en train de changer dans notre pays que nous devons changer. Vous êtes dans la position pour le faire, puisque vous êtes dans la gestion, la comptabilité, rendre compte justement. C'est que il est entré dans notre mentalité, est-ce que dans nos mœurs, dans nos habitudes, d'entendre dire que les gens qui servent l'État et qui en sortent humbles, sans s'enrichir, sont des imbéciles. Il nous faut changer cette façon de voir un fonctionnaire de l'État. Comme quoi, voler l'État n'est pas voler, donc on peut s'enrichir et partir après. Je crois qu'il faut changer ça. On ne peut le faire que par des exemples. Très bien. Alors, il y a un point important, la décharge aux gestionnaires. C'est un problème sérieux. Comment peut-on susciter, je dirais, la vocation de servir l'État? Si en servant l'État, on est prisonnier de ce service après l'avoir rendu. Je connais beaucoup de personnes qui souffrent de ne pas pouvoir reprendre possession de leurs biens hypothéqués parce qu'ils ont été dans l'État. Parce qu'on a politisé trop souvent ce qu'on appelle la décharge, qui devrait être un exercice régulier, normal. Après avoir servi l'État, on rend compte de son service et de sa gestion. Donc, automatiquement, on vous tend votre certificat de décharge et puis c'est fini. Mais pourquoi le politiser et laisser la suspicion comme une épée de Damoclès sur la tête de certaines personnes, parfois et souvent honnêtes, sans faire ça? Donc, si on veut susciter la vocation que des personnes qui craignent d'entrer dans l'État, mais qu'ils soient libres aujourd'hui de faire ce pas pour servir l'État, eh bien, moi aussi, je ne vais pas entrer dans l'État si je sais qu'on va me punir parce que je sers l'État et puis parce qu'il y a une décharge qui n'est pas délivrée après. Non, il faut, je crois, corriger ça. Il faut que les politiques au niveau du Parlement, les politiciens, les législateurs, les parlementaires, puissent trouver un modus operandi avec la Cour supérieure des comptes et les autres autorités pour faire en sorte que 1 mois, 2 mois, au plus tard 3 mois, 6 mois après avoir servi, qu'une personne puisse avoir ses papiers et récupérer l'intégralité de ses moyens et de ses biens aussi pour pouvoir vivre dignement, parce que sinon après on fait fuir l'État et ce sont excusez-moi l'expression, les coquins seulement qui vont être dans l'État parce qu'ils se disent écoutez je m'en fous, je vais m'enrichir quand même, après les décharges je m'en fous. Très bien. Puisque nous parlons des feux de la République, les gouvernements locaux, la décentralisation, c'est un point important. Quels sont vos vœux à ce niveau-là aussi? Que la Constitution, en ce sens, soit suivie et respectée. Parce que si nous centralisons tout
il y a des comportements aujourd'hui qui sont à reprocher. Et je dis ça pour faire la remarque, mais c'est un conseil aussi. Vous avez dit, et c'est ça aussi, nous ne sommes que des consultants volontaires. Nous ne gagnons rien, mais nous donnons des idées. Et la décentralisation doit être aussi un acte volontaire. Je dirais le président de la République, dans son comportement, je parle du président actuel, d'être partout omniprésent, omniscient et omnipotent. Il détruit l'esprit constitutionnel de la Constitution 87 qui veut la décentralisation. Mais il faut responsabiliser les maires, les élus locaux. Il faut leur donner les moyens de vivre dans leur environnement, de répondre, de pourvoir aux besoins de leurs mandants. Et ce n'est pas au président de la République d'aller inaugurer une petite route vicinale, d'aller inaugurer une petite fontaine d'eau, comme quoi je suis le seul à pouvoir le faire, mais il faut donner sa place aux élus locaux, qui sont les vrais administrateurs et qui sont les vrais gestionnaire de la décentralisation. Oui, il nous faut sortir de cet état de la capitale de Port-au-Prince, qui décide tout, ou du président de la République qui décide tout. Un maire de telle petite ville de province ne peut pas payer ses employés, ses fonctionnaires, parce que le ministère de l'Intérieur n'a pas donné les moyens. Mais il faut libérer la force, la volonté aussi que ces élus locaux auraient pu manifester et démontrer pour pouvoir faire leurs services, leurs activités. Donc la décentralisation ne doit pas être un discours, il doit être dans l'acte. Il y a décentralisation, il y a aussi déconcentration. Il nous faut déconcentrer les services, amener les services au plus près du citoyen et de la citoyenne où ils se trouvent, où ils habitent, pour déconcentrer aussi nos villes. Parce que c'est justement l'effet inverse que nous devons faire. Déconcentrer les services pour faire en sorte que les gens puissent retourner dans leur localité et vivre. Les écoles, elles doivent être bonnes partout, pour que les parents n'aient pas la nécessité, l'obligation de faire venir à Port-au-Prince chaque étudiant, chaque écolier. Et la deuxième chose, les services publics. Le président a fait un très bon début de mandat en permettant à ce qu'un citoyen puisse faire son passeport. C'était peut-être pas forcément la meilleure chose à faire, mais déconcentrer le service de passeport qui aujourd'hui peut être obtenu dans une ville de province. C'est une bonne chose. Et donc il faut continuer cet effort-là, mais aussi libérer, je veux dire, le pouvoir central de cette responsabilité qu'il se prend, le pouvoir central, de tout faire, de vouloir tout faire. Moi, j'ai envie de voir le président être au-dessus de tous en veillant à ce que les choses se passent bien, comme l'article, je crois, 136 de la Constitution lui donne cette autorité, mais qu'il ne soit pas l'acteur principal sur le terrain, comme quoi qu'il dit, écoutez, mettez-moi 2 sacs de ciment ici, mettez-moi... Non, ce n'est pas ça le rôle d'un président. Au contraire, quand il fait ça, il recentre tout autour de lui, il représidentialise tout, et il ne libère pas les énergies nécessaires et la responsabilité aussi qui marche avec. C'est-à-dire un directeur général qui a la responsabilité de gérer un organisme de développement régional, local, eh bien, il a sa responsabilité. Il doit aussi rendre compte, aussi bien que le président. Donc, je crois que là, on a cet effort à faire et ce vœu aussi à exprimer pour le pays, que nous puissions, les parlementaires, jouer leur rôle de parlementaires, de garde-fous, du contrôle de l'exécutif, mais qu'il soit impliqué dans l'exécutif au même titre que l'exécutif dans ce qu'il a comme responsabilité. Donc ce sont un ensemble de choses à faire et ça ne peut sortir que d'un État volontaire et volontariste national, je veux dire. Et vous savez, M. Payan, il y a une idée aujourd'hui que le président soutient, qui est une excellente idée, qui a été soutenue par d'autres avant lui, mais qui doit être réalisée. Et ça, c'est un vœu que je formule vraiment du plus profond de mon cœur. De voir que nous puissions réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui les États généraux. C'est une occasion qui nous permettrait de nous mettre ensemble, véritablement, de regarder les réalités et d'apporter les corrections et les correctifs ensemble. Et je crois que personne ne peut faire l'économie d'inviter, même, je dirais, son adversaire. Je ne vais pas dire ses ennemis, on n'a pas d'ennemis, on est ici. On peut avoir des adversaires politiques, des adversaires idéologiques, si vous voulez, mais on doit les rassembler autour de cette opportunité de dialoguer, de travailler ensemble et de construire quelque chose ensemble. Les États généraux seraient donc une très bonne occasion, surtout à ne pas politiser de manière partisane. Il faut être sincère là-dedans. Il faut donner les pleins pouvoirs à ces États généraux, à une autre autorité qui va gérer cet État généraux, mettre un calendrier, mettre les thématiques qui doivent être développées et apporter des solutions qui doivent être imposables à tous sur un moyen terme, disons, sur 20-25 ans, pour avoir un plan de développement que quel que soit le président qui arrive ou le gouvernement, il sait que c'est là qu'il va puiser pour faire sa politique.
Donc, en termes clairs, vous seriez pour un plan stratégique pour Haïti. Mais il nous faut un plan national, un plan stratégique de développement et qui, encore une fois, ira au-delà d'un quinquennat, d'un mandat présidentiel. On ne doit pas voir le développement à court terme. Dans 5 ans, oui, le président a peut-être des objectifs à atteindre, des projets, des promesses de campagne, certaines promesses à tenir. Mais il y a une promesse nationale, un engagement national à prendre. Et ceci doit impliquer tous les acteurs. Je dirais, il doit impliquer l'acteur de l'opposition qui pense que c'est dans la manifestation qu'il va trouver raison. C'est pour ça qu'on doit instaurer un état de dialogue permanent pour que nous ne perdions pas le temps d'aller casser, mais de construire quelque chose ensemble. Mais pour que ça se fasse, il faut que nous soyons capables de nous entendre, de nous écouter, de nous parler sincèrement et de nous regarder dans les yeux. Oui, nous avons besoin de faire cet effort en commun qui est une occasion, un or, de commencer l'année 2018 pour construire ce plan stratégique que nous avons besoin. Très bien. C'est bien dit. Mais alors, il y a un aspect au niveau des vœux à mentionner, c'est l'aspect environnemental. Quels seraient alors vos vœux? On aurait pu parler de la santé, on aurait pu parler de l'éducation, on aurait pu parler de la sécurité, parce qu'on a souffert dans ce pays de voir la perte brutale de certaines personnalités, des personnes importantes, comme ce prêtre qui a été assassiné récemment. Mais l'environnement est d'une préoccupation, je dirais, primordiale. On ne peut même pas le classer parmi les priorités, parce que sans l'environnement, c'est un pays qui va s'effondrer. Regardez quelques perturbations atmosphériques, météorologiques de ces derniers jours, de ce début d'année, nous a causé déjà des pertes en vie humaine, des routes coupées, des émissions effondrées, etc. Donc il nous faut faire un effort. Malheureusement, vous savez ce que je vois, enfin, il faut dire heureusement aussi peut-être, et je vois que nous laissons ce champ à d'autres. J'entends des organisations internationales qui vont investir beaucoup plus que nous dans l'environnement, qui sont peut-être plus sensibles que nous. J'ai vu une image au cours de l'année 2017 qui m'a beaucoup touché. Bon, c'est sûr, je suis reconnaissant envers ceux qui ont fait ce geste, mais aussi je me demande où sommes-nous, nous les Haïtiens. Est-ce que nous sommes concernés par l'état de notre environnement? J'ai vu des missionnaires étrangers venir ici balayer les rues à notre place. Mais on aurait pu faire ça nous-mêmes. Il nous faut recréer cette confiance, cet engagement dans le pays, cet amour pour le pays, pour que nous puissions ensemble prendre conscience de l'état de l'environnement, de dégradation de notre environnement et agir ensemble sur l'environnement. Eh bien, il faut, dans les écoles, réapprendre aux enfants à protéger leur environnement immédiat. Les petits sachets d'eau que nous jetons parfois par terre, il faut apprendre aux enfants à ne pas faire ça jusqu'à l'investissement dans l'environnement. Amener les enfants à aller planter des arbres pour que l'enfant sache que l'environnement fait partie aussi de sa vie et qu'il doit protéger l'environnement. Vous savez aussi bien que moi que nous souffrons aujourd'hui de changements climatiques qui peuvent avoir des conséquences très graves sur les pays aussi vulnérables comme le nôtre, Haïti, à chaque saison cyclonique, ce que nous souffrons comme dégâts, à chaque petite perturbation météorologique. Donc il y a effectivement un travail extrêmement important à faire. Quand nous parlions tout à l'heure de la dégradation, il n'y a pas que la dégradation des rues ou bien la dégradation du niveau d'éducation, mais il y a une dégradation de notre environnement qui doit nous interpeller en 2018 et à partir de 2018 pour, dans ce plan stratégique que nous construisons ensemble, mettre une place prioritaire à l'environnement. Nous sommes à la fin de l'émission, en 30 secondes. En 30 secondes, je dois vous dire merci déjà de m'avoir invité, de m'avoir permis d'avoir cette opportunité de m'asseoir à une place qui ne me peut-être convient pas dans le sens d'une formation que je n'ai pas sur la comptabilité, sur les finances. Mais c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup. C'est une discipline qui est tellement rigoureuse qu'il nous apprend, nous aussi, à savoir mieux nous comporter. Donc, je vous remercie de cela et je profite pour vous redire l'admiration aussi que j'ai pour vous, pour le travail que vous faites, pour le courage que vous avez à consacrer autant de temps dans ce que vous faites et que vous représentez aussi un modèle pour nous quelque part. Et ça, je vous le dis de manière très sincère. C'est l'occasion publique que j'ai de le faire, je le fais ici. Et aux auditeurs, aux téléspectateurs, téléspectatrices qui nous regardent, de leur dire merci aussi pour leur temps accordé et de leur faire tous les bons voeux pour Haïti, que nous puissions vraiment à partir de cette année vivre un renouveau haïtien et je crois que ce renouveau est possible si nous nous mettons ensemble pour le bâtir. Merci. Et à vous, nous disons, un homme ou une femme fait la différence. Soyez cet homme ou cette femme dans votre famille, votre quartier, votre école, votre travail et pourquoi pas pour Haïti. Merci
bonne année et à bientôt. Et à vous, encore un grand merci et C'est un plaisir. du courage et bon travail. Merci beaucoup. À vous aussi.